Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Divine Corruption Renaissance, le jeu tiré du bouquin éponyme. Comme d'habitude, s'il y a un petit bruit de fond, je m'en excuse, c'est normal. Dans Divine Corruption Renaissance, vous incarnez un humain qui entame sa seconde et ultime vie au paradis. Récupéré par les Célestes, vous êtes réduit en esclavage. Il ne tient qu'à vous de leur prouver que vous valez quelque chose en effectuant des missions et en emmagasinant des points. Tous les joueurs qui auront atteint 75 points à la fin de la partie auront gagné, tous ceux qui ne l'auront pas fait auront perdu. Dans Divine Corruption, vous pouvez tous perdre ou tous gagner, il n'en tiendra qu'à vous. En second, et une fois n'est pas coutume, nous allons faire le matériel de la boîte. Alors il y aura probablement toujours pas de cut, ou moins possible parce que j'ai pas envie de m'emmerder avec ça, et au pire vous l'avez dans le manuel. Très rapidement, Divine Corruption c'est un simple jeu de cartes, donc mis à part la boîte, il n'y a que des cartes. Et le manuel bien entendu. Vous avez en l'occurrence 44 cartes de mission, donc c'est ces cartes qui ressemblent à ça, comme d'habitude je vous ferai une insert, ce sera plus simple. Vous avez 20 cartes de profession, donc c'est celles qui sont hyper colorées, donc les bleus comme ça, les verts comme ça, les jaunes et pour finir les rouges. Vous avez ensuite 44 cartes de renom, donc ça permet de compter les points dans la partie, qui ressemblent donc à ça, avec le laurier. Vous avez les 72 cartes actions, donc ça c'est en gros tout ce que vous allez vous envoyer à la tronche tout au long de la partie. Vous avez les cartes de maison, donc en fait qui représentent un petit peu à la Game of Thrones, ça représente votre détenteur, c'est-à-dire à qui vous appartenez, puisque vous êtes un esclave. Et vous avez des cartes événements qui se retrouvent donc dans la carte de mission, je vous présenterai ça tout à l'heure, et une seule carte déviant, et je vous l'expliquerai aussi un petit peu plus tard dans la partie. Maintenant c'est parti pour la mise en place du jeu. En 1, effectuez la pile que nous appellerons la pioche contenant les cartes de bonus de profession, les cartes actions et la carte déviant. Donc ce sont toutes les cartes avec les dos en bronze. Donc les cartes de profession sont celles qui ont les mêmes couleurs que celles de profession qui sont ici. Et les cartes actions en général, donc celles que vous allez vous envoyer à la tronche tout au long de la partie, sont celles avec les vitraux bleus. Donc vous mélangez cette pioche, moi c'est déjà fait, et vous la placez au centre de la table. En 2, effectuez une pile contenant les missions et les événements. Donc les missions et les événements sont toutes les cartes avec les dos violets. Donc les missions, c'est celles qui ont les petits fanions et on retrouve les personnages de profession. Et les événements, celles qui ont les vitraux rouges. Donc même pareil, vous mélangez ces cartes-là et vous pouvez les mettre à peu près en face, ici. En 3, placez les cartes de renom, donc celles qui ont un dos en or, c'est toutes celles avec le laurier vert et jaune, et donc elles ont un dos doré. On va les placer sur le côté de la table, l'idée c'est de les mettre par numéro, donc là je mets les 5, puis les 10, les 25, les 50, et pour finir les 75. En 3 toujours, je ne l'ai pas fait, il y a donc les cartes de profession, donc il y en a 4 couleurs, il y a les jaunes pour les marchands, les rouges pour le soldat, les verts c'est les espions, et pour finir en bleu, les diplomates. On va faire ça comme ça. On distribue donc 5 cartes de la pioche à chaque joueur, donc là je suis tout seul pour le moment, donc on va faire comme ça, je vais m'en donner 5, on le verra tout à l'heure, donc vous faites pareil pour chacun des joueurs. Ensuite, chaque joueur choisit 2 professions qu'il posera devant lui face visible. Donc là, ce qui va se passer, c'est que l'un d'entre vous va choisir une profession, puis vous allez tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et une fois que tout le monde aura choisi sa profession, vous allez pouvoir en prendre une deuxième, donc vous faites un deuxième tour de table. Donc c'est pas quelqu'un qui en prend deux, puis deux, puis deux, c'est chacun en prend une, et après chacun en reprend une. Donc par exemple, moi je prends soldat, on fait un tour de table, et ensuite je décide de par exemple être diplomate. Une fois que tout ça c'est fait, on est parti pour distribuer donc au hasard les cartes de maison. Donc je rappelle que les maisons, elles ont un dos argenté et en gros elles représentent votre détenteur puisque vous êtes un esclave, vous appartenez à quelqu'un. Donc on mélange, chacun en pioche une, moi j'en prends une, celle-là. On peut les mettre de côté, on n'en a plus besoin tout de suite. Je vais les mettre là-haut par exemple. Hop, et donc on peut glisser ensuite cette carte-là sous une de ces professions. Je rappelle que cette profession qui aura la maison en dessous sera doublée. Donc par exemple, moi je peux décider d'avoir 2 diplomates, ou je peux décider d'avoir 2 soldats. Notez bien que je la mets comme ça, de manière à ce que l'on voit le texte noté en dessous, puisque c'est le pouvoir de votre maison, et vous allez avoir besoin de le voir tout au long de la partie. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à définir lequel des joueurs va démarrer, et vous allez pouvoir commencer à dérouler la partie.
La partie est découpée en deux séquences. La première, c'est un acte. Donc la partie est un enchaînement d'actes. Un acte, c'est quoi? C'est en gros un tour de table. Donc vous définissez un joueur parmi vous qui va démarrer, puis chacun des joueurs va jouer son tour, et une fois que tous les joueurs auront joué le tour et que donc on sera revenu à la personne qui a commencé l'acte, l'acte sera terminé. Chaque joueur, donc au début d'acte, la première chose que l'on fait, donc le premier acte, c'est le joueur que vous allez définir parmi vous qui démarre la partie. Tous les autres actes après, ce sera le joueur qui aura le moins de renom, donc ces cartes-là, qui déterminera qui commencera l'acte. Donc la première fois, c'est celui que vous avez déterminé, et après, c'est celui qui a le moins de points. Donc la première chose que vous faites, c'est dépiler autant de missions que ce qu'il y a de joueurs, plus une. Donc là, on va dire qu'on est 3, donc je vais dépiler 4 cartes. Forcément, je tombe que sur les événements. Les événements, on va les enlever pour le moment. Le premier acte, on les déclenche pas. Donc voilà les 4 missions que nous allons pouvoir effectuer. Ça retourne en dessous de la pile. Une fois que ça c'est fait, que les joueurs ont bien leur carte en main, que l'on sait qui va commencer l'acte, l'acte peut démarrer. Donc on peut commencer par le tour du premier joueur. Donc le déroulement d'un tour d'un joueur, notez bien que ce qu'on appelle un tour, c'est bien le tour d'une personne. C'est une personne qui joue. Quand on parle d'un acte, c'est bien un tour de table. Faites bien la différence, c'est hyper important pour tous les effets de cartes. Une fois que ça c'est compris. Le déroulement d'un tour d'un joueur, c'est très simple. On a maximum 5 cartes dans notre main. S'il lui en manque au début de l'acte, il peut en piocher maximum jusqu'à 2. Donc mettons que j'ai 3 cartes dans ma main, je vais pouvoir en piocher 2. Mettons que j'ai 4 cartes dans ma main, je vais pouvoir en piocher qu'une, puisque c'est toujours 5 le maximum. Et même si j'en ai qu'une, par exemple, j'en pioche toujours maximum que 2. Une fois que les cartes sont piochées, donc au début, normalement, le premier acte, presque personne ne pioche parce qu'on a tous nos cartes en main, on peut effectuer ensuite une de ces deux actions. Donc la première, c'est consister à ne pas faire de mission. Ça veut dire que vous allez décider de rien faire ici, et donc vous allez en gros passer votre tour. Passer votre tour, ça vous permet de défausser jusqu'à 2 cartes et de piocher jusqu'à 2 cartes. Donc je peux par exemple me défausser de ces 2 cartes et en piocher 2. Je peux bien sûr me défausser que d'une seule carte et en piocher qu'une, et ça terminera mon tour. Ça peut arriver si vous avez aucune mission que vous voulez effectuer, ou si vous ne voulez pas effectuer une mission avec une personne spécifique, ce qui pourra arriver si vous voulez par exemple ne pas lui faire gagner la partie. Ça peut permettre de faire gagner un petit peu de temps à tout le monde. La deuxième action que vous pouvez effectuer, donc si vous ne passez pas votre tour, en gros, c'est d'effectuer une mission. Effectuer une mission, vous la faites soit seul, soit avec quelqu'un, et vous allez vous partager les points. Comment on effectue une mission? Donc là, je vais vous faire une insert pour que vous voyez bien. Je vais prendre un cas très simple. Je vais prendre le cas, par exemple, de la vente musclée qui est ici. Pour effectuer une mission, il faut que la somme des professions des participants soit au moins égale aux fanions qui sont ici. Par exemple, je vais tricher un petit peu, je vais m'enlever ça pour vous expliquer. On va dire qu'au début de la partie, j'ai pris marchand et que j'ai fait ça. J'ai donc un marchand jaune, la maison qui compte aussi comme un marchand puisqu'elle est posée en dessous, j'ai donc 2 marchands et un rouge, je peux faire cette mission tout seul. Si je la fais tout seul, je fais 15 points. Mettons que je sois plutôt comme ça, il me faut donc un allié, quelqu'un qui aurait un marchand devant lui, donc je vais me créer un allié approximatif, je vais le placer ici pour que vous voyez bien, je vais l'appeler Thomas. Je peux donc demander à Thomas de m'accompagner, puisque moi j'ai 2 rouges, donc j'ai largement ce qu'il faut, et j'ai 2 jaunes, 1 et 2 jaunes, on a ce qu'il faut pour le faire à 2, à ce moment-là on fera 5 points chacun, les points sont notés en bas des cartes. Je demande donc de l'aide à la personne, si elle accepte, nous partons faire la mission, et si on l'a fait, on fait 5 points chacun, la mission est faite, on la retourne, hop, et on peut chacun se donner 5 points. Cette action termine mon tour, donc le fait d'effectuer une mission termine votre tour, vous pouvez donc effectuer qu'une seule mission par tour, et c'est bien sûr vous qui choisissez laquelle, et c'est bien sûr vous qui choisissez avec qui vous voulez la faire, on a le droit de vous refuser, mais c'est vous qui décidez de demander à quelqu'un, et ce ne sont pas les gens qui se proposent. Donc on va maintenant parler des cartes de la pioche, donc c'est les cartes que vous avez dans votre main, celles qui ont un dos en bronze. Donc on va parler un petit peu de tout ce qu'on trouve dans cette pile-là. On va commencer déjà sur des généralités que je rappelle, donc vous piochez maximum 2 cartes quand c'est au début de votre tour, et vous ne pouvez jamais avoir plus de 5 cartes dans votre main. Dès lors que vous passez 5 cartes, par exemple j'ai un effet qui me fait piocher 2 cartes supplémentaires ici, il y en a plein des cartes qui permettent de faire ce genre de choses, je me défausse tout de suite de mes cartes, je ne peux pas jouer ce que j'ai en trop, j'ai toujours maximum 5 cartes, si je dépasse, je jette ce que j'ai temps après. Donc, par exemple, je jette ces 2 choses. Ça c'est la première généralité. La deuxième, vous pouvez jouer vos cartes à n'importe quel moment.
Donc, mis à part s'il est marqué sur la carte que ça se déclenche à la fin d'une mission ou avant avoir fait une mission, quelque chose comme ça, vous pouvez jouer ce que vous voulez quand vous voulez. Vous ne jouez pas forcément que les cartes à votre tour. La seule contre-indication à ça, ce sont les cartes de profession où il y a bien noté que vous ne pouvez les jouer qu'à votre tour et que ça dure jusqu'à la fin de l'acte. C'est la seule contre-indication, de toute façon c'est marqué dessus, sinon c'est quand vous voulez. Ensuite, et là je vais vous faire des inserts, je vais vous trouver des exemples, vous avez plusieurs types de cartes. La première, c'est celle où il n'y a aucun pictogramme, donc je vous ferai une insert, comme la carte éviter les coups bas. À ce moment-là, il suffit simplement de lire le texte sur la carte et vous pouvez jouer la carte quand vous voulez. Si jamais il y a une petite main, donc une espèce d'icône stop, comme ça, vous allez le retrouver sur plusieurs cartes, ça veut dire qu'au moment où vous jouez cette carte, on stoppe la partie, on fait l'effet de la carte et on reprend la partie. Sauf si la carte est annulée, personne ne peut jouer d'autres cartes en réponse à la vôtre, si ce n'est une annulation. Typiquement, ça va être des choses qui permettent de piocher des cartes dans les mains des autres joueurs, donc vous allez piquer des cartes, vous allez donner des cartes. L'idée, c'est simplement que vous pouvez pas cibler un joueur, dire je vais te piquer 2 cartes, et cette personne dit non, avant, je me débarrasse de ma carte trop bien. Non, une fois que vous avez lancé l'envie de lui piquer quelque chose, vous lui piquez, sauf s'il y a une réponse qui permet d'annuler. L'autre élément que vous pouvez trouver, et ce sera le dernier, hop, c'est de temps en temps, vous allez trouver aussi un petit cercle de couleurs, donc qui sont des couleurs des professions, jaune, bleu, vert ou rouge, avec un numéro dedans. Très simplement, ça veut dire que vous devez avoir au moins cette profession-là pour pouvoir jouer la carte. Un exemple ici, moi je dispose d'un seul marchand, je ne peux donc pas jouer la cargaison de l'Hilarium, et je vous ferai une insert pour que vous voyez bien, parce qu'il me faut 2 jaunes, 2 marchands. Si j'avais fait ça au début de la partie, hop, je peux effectivement jouer la cargaison de l'Hilarium, puisque j'ai 2 marchands. Il reste 2 dernières petites règles à vous donner. La première, c'est que vous ne pouvez pas jouer de cartes qui demandent à échanger quelque chose avec un autre joueur. Par exemple, s'il y a marqué « Donnez 2 cartes à un joueur et prenez-lui 2 cartes », vous ne pouvez le faire que si le joueur que vous ciblez a 2 cartes et que vous avez vous-même 2 cartes à donner. Vous pouvez pas dire « Je vais donner 2 cartes et prendre 2 cartes, mais moi comme j'en ai pas, je vais me contenter de lui prendre 2 cartes ». Ça ne marche pas comme ça. Si la cible n'est pas valide parce qu'elle n'a pas le nombre de cartes en main suffisant, ça ne marchera pas. La dernière chose qui reste à régler, qui peut arriver une fois de temps en temps, ce sont les conflits. Il peut arriver que vous jouiez tous une carte qui est un effet qui amène à un conflit. Par exemple, je pense à la carte assignation forcée, je ne sais pas si je vais la trouver, je vous ferai une insert, qui dit que vous vous joignez à une mission même si l'on ne vous a rien demandé. Je fais un exemple en ressortant ma mission de tout à l'heure, une vente musclée. Mettons que un joueur parte tout seul faire la vente musclée, donc moi je décide de partir tout seul, et que quelqu'un joue la carte assignation forcée, que je vous mets en insert aussi, qui dit que, en gros, vous vous pointez dans la mission même si personne ne vous a rien demandé. Vous pourriez être 2 joueurs à vouloir jouer cette carte. À ce moment-là, il y a conflit puisque vous êtes 2 personnes à vouloir prendre la 2e place, et il n'y en a qu'une, on ne peut pas venir à 3, donc il n'y en a qu'un seul de vous 2 qui peut venir. À partir du moment où il y a conflit, je vous mettrai un petit schéma. Si vous avez la moindre problématique dans le jeu et que vous ne savez pas comment ça se règle, il faut regarder les professions des gens. En gros, celui qui a le plus de diplomatie, il a raison. Si vous avez exactement le même nombre de diplomatie sur les 2 personnes qui ont conflit, c'est celui qui a le plus de marchandage, puis celui qui a le plus de soldats, puis celui qui a le plus d'espions. Donc normalement, à partir de là, vous êtes largement départagé. Si jamais ça devait arriver, vous vous départagez avec les points, celui qui a le plus de points a raison. Pour toutes les cartes, ok. Donc pour toutes les autres cartes de la pioche, bien sûr, s'il n'y a pas de conflit, vous les résolvez simplement dans l'ordre dans lequel elles ont été jouées, et puis ça devrait très bien se passer. Je vais vous parler rapidement donc de ces cartes de profession que vous trouvez aussi dans la carte de pioche. Donc il existe bien sûr pour les 4 couleurs, hein, donc bleu, vert, jaune et rouge. Ces cartes de profession, donc c'est marqué dessus, vous ne pouvez les jouer qu'à votre tour et ça dure jusqu'à la fin de l'acte. Donc elles vous permettent de 1 de jouer vos cartes dans votre main. Par exemple, je suis dans cette situation-là. Je veux jouer ma cargaison de l'Hilarium, je reprends mon exemple de tout à l'heure, mais je n'ai pas ma profession marchand suffisante. Je peux très bien jouer mon fonds supplémentaire et du coup maintenant j'ai les 2 marchands nécessaires pour pouvoir jouer cette carte.
Cet effet compte donc bien sûr pour les cartes de la pioche et il compte aussi pour les cartes de mission. Donc même principe, je n'ai pas de quoi faire ma vente musclée puisque je n'ai pas les 2 marchands nécessaires. Je joue ma carte fonds supplémentaire, j'ai maintenant 2 marchands, je peux faire cette carte tout seul. Cette mission, pardon, tout seul. Dernière chose que je ne vous ai pas dit concernant ces cartes de fonds supplémentaires et ces cartes donc de bonus de profession que vous pouvez avoir dans la main. C'est une règle tacite, il est interdit de demander de l'aide à quelqu'un en lui indiquant qu'on possède quelque chose dans la main. Par exemple, je peux pas demander à mon Thomas de tout à l'heure, Thomas, viens m'aider puisque si je joue la carte que j'ai dans ma main, à ce moment-là, nous aurons assez pour effectuer une mission. C'est interdit, je joue d'abord ma carte, et ensuite je demande de l'aide à Thomas. Et si Thomas refuse, eh ben, j'ai joué ma carte pour rien, et il a bien raison de me l'envoyer dans la tête. Donc jamais on indique ce qu'on a dans la main, toujours le garde pour soi. Okay. Donc une fois que la personne a terminé son tour, on va passer au tour de la personne d'après jusqu'à temps que l'acte se termine. Mettons que ces 3 missions aient été effectuées dans l'acte, 1, 2 et 3, une fois que l'acte se termine. Pensez bien à enlever les cartes de profession temporaire puisqu'elles durent jusqu'à la fin de l'acte et les mettre dans la défausse. D'ailleurs je vais commencer à ranger un petit peu tout ça, hop hop hop. Ensuite vous allez enlever toutes les missions, effectuées ou non, et vous allez en redéployer de nouvelles, donc on est reparti pour redéployer 4 missions. Hop. Et hop. Et un nouvel acte peut démarrer, je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la personne qui a le moins de points qui va décider qui commence l'acte, ça peut être lui ou quelqu'un d'autre. Il me reste plus qu'à aborder 2 points. La première, c'est les maisons. Chacun d'entre vous possède une maison, donc en plus de la poser sous une de vos professions, qui permet donc d'augmenter cette profession de 1, donc là par exemple j'ai 2 soldats, et là par exemple j'ai 2 marchands, j'ai aussi un pouvoir dessus, d'une manière générale il suffit de lire le texte et ça devrait bien se passer. Je ferai peut-être, on va faire après un petit tour rapidement sur toutes les maisons, comme ça vous permettra de voir comment fonctionne chacun, il y en a 6. Faisons donc un tour des pouvoirs de maison. Le premier, qui est donc la maison de la grâce avec le pouvoir de l'art de la politique, très simple, une fois par acte, vous pouvez annuler une carte qui a été jouée par un autre joueur. Par exemple, on vous envoie quelque chose à la tronche qui ne vous plaît pas, vous l'annulez, mais vous pouvez le faire qu'une fois par acte. C'est-à-dire qu'une fois que le pouvoir est fait, vous devez attendre la fin de l'acte pour pouvoir le faire une nouvelle fois. Pour vous aider, si vous avez peur de le déclencher plusieurs fois dans le même acte, nous ce que l'on fait, c'est que lorsqu'on a utilisé notre pouvoir une fois, on tourne la carte, on la met sur le côté comme ça, et on sait que le pouvoir a été utilisé. Le deuxième pouvoir, le pouvoir donc de la maison de la gloire, enrôlement. À votre tour, vous pouvez prendre une carte de votre choix dans la main d'un autre joueur. Donc vous regardez la main d'un autre joueur, vous regardez toutes ces cartes et vous prenez celle qui vous plaît le plus. L'art de la politique, on l'a déjà fait, je vais enlever... on va faire contre-pouvoir. Contre-pouvoir. Une fois par acte, vous pouvez récupérer une des 7 dernières cartes de la défausse et la mettre dans votre main. Donc vous pouvez récupérer une des 7 dernières cartes qui sont ici, la mettre dans votre main, et pareil, une fois par acte, donc vous pouvez tourner la carte une fois que c'est fait. Ça indique à tout le monde que c'est fait, ça vous évite de le faire 2 fois. Alliance. Lorsque vous rentrez dans cette maison, ça compte aussi au début de la partie, vous choisissez un autre joueur. Chaque fois que ce joueur va faire 10 points ou plus, vous allez faire 5 points. Donc vous avez tout intérêt à vous entendre avec ce joueur, ou à vous débrouiller pour qu'il fasse des points, parce que vous, ça vous fait faire des points gratuitement. L'enrôlement, c'est donc fait, elles y sont toutes en 2 exemplaires. La régence. À chaque fois qu'un joueur change de maison, vous gagnez 10 de renom. Si un joueur doit changer aléatoirement, vous pouvez choisir sa maison. Donc dès que quelqu'un, par hasard ou provoqué par vous-même, va changer de maison, vous allez faire des points. Bien sûr, ça ne se déclenche pas si c'est vous-même qui changez de maison. Pareil, si vous êtes plusieurs à changer en même temps, ça ne se déclenche pas, on est bien d'accord. Mais sinon, dès que quelqu'un change de maison, vous faites 10 points. Et si quelqu'un devait changer aléatoirement, vous pouvez l'envoyer où vous voulez. En général, la maison la plus pourrie possible, en tout cas pour lui. Esclavagiste, c'est pas fait. Donc le contre-pouvoir, on l'a fait, l'alliance, on l'a fait. Il nous reste donc plus qu'esclavagiste. La dernière. Une fois par acte, vous pouvez empêcher un joueur dont ce n'est pas le tour de se joindre à une mission. Donc cette capacité a 2 effets, offensif et défensif, ça va vous permettre de contrôler la partie. Donc quelqu'un dont ce n'est pas le tour, vous pouvez l'empêcher à se joindre à une mission. Un exemple, moi je suis en train de jouer, je demande à Thomas, le même que tout à l'heure, de se joindre à une mission avec moi. Par exemple, nous allons essayer de faire cette mission-là à 2. Vous pouvez très bien dire, bah finalement Thomas ne peut pas venir ce tour-ci. Donc ça, c'est une manière de contrôler la partie.
Autre manière de gérer cette carte-là, c'est votre tour, vous avez donc la maison de l'esclavagisme, et quelqu'un essaye de se joindre à une mission alors que vous n'y avez rien demandé. Et bien vous pouvez tout à fait lui en empêcher. Donc ça vous permet de vous défendre comme d'être agressif envers les autres. Tout au long de la partie, vous allez donc accumuler des points et gagner des professions. Donc là je suis à 5 points, mettons qu'on fasse plusieurs tours et que j'ai le temps d'accumuler des points. Lorsque je vais atteindre la barre des 25, je vais pouvoir choisir une autre profession. Donc pardon, je suis comme ça, je vais donc pouvoir choisir une autre profession. Vous jouez sans variante pour le moment, donc la règle dit que vous devez choisir soit un nouveau marchand, soit un nouveau soldat, puisque je suis marchand et soldat, vous ne pouvez pas prendre quelque chose que vous n'avez pas déjà devant vous. Donc par exemple, je passe la barre des 25, je décide de prendre un soldat. Même principe, lorsque vous allez atteindre la barre des 50, vous allez pouvoir, hop, prendre une autre profession. Je vais décider par exemple de prendre un troisième marchand. Vous allez voir par exemple que plus la partie va démarrer, plus la partie va avancer, moins vous allez avoir besoin de monde pour faire des missions compliquées. Par exemple, à ce stade-là de la partie, je peux faire celle-là toute seule qui fait 30 points d'un coup. Donc 30 points c'est beaucoup puisque je rappelle la victoire est à 75. Et d'ailleurs on y vient, la partie se termine dès lors que quelqu'un a atteint 75 points. 75 de renom. Pardon, ça va. Une fois que cette personne a atteint 75, ou que n'importe quelle personne a atteint 75, on termine l'acte en cours, ce qui veut dire que vous pouvez être plusieurs à passer la barre des 75 dans le même acte, et à la fin de cet acte, la partie est terminée. Tous ceux qui auront 75 auront gagné, tous ceux qui n'auront pas 75 auront perdu. Il me reste simplement à vous parler d'une dernière carte. La dernière carte s'appelle Déviant, on l'a mis un petit peu de côté puisqu'elle est un petit peu spécifique. Elle se trouve dans les cartes de la pioche. Dès lors qu'un joueur la récupère, il ne peut jamais la défausser. Il ne peut pas s'en débarrasser en la faisant tomber ici de quelque manière que ce soit. Il n'y a aucune carte qui a le droit de faire défausser le déviant. Deuxième chose, si vous indiquez que vous avez le déviant dans votre main, vous perdez automatiquement la partie, vous sortez de la partie. Donc une fois qu'on l'a, c'est poker face, je montre pas que je l'ai et je la garde. Seule manière de s'en débarrasser, c'est de la faire passer par le biais de cartes à d'autres joueurs. Il y a des tas de cartes ici qui disent échanger, donner 2 cartes, mettez les cartes en commun, tout un tas de choses. Vous pouvez bien entendu la faire tourner à tous les joueurs. Le joueur qui aura terminé la partie avec cette carte dans la main aura perdu. Même s'il a 75 points. Qu'il l'ait ou pas, il a perdu, on ne peut pas terminer la partie avec déviant et être victorieux. Ce qui veut dire aussi que si un seul joueur uniquement a atteint les 75 points à la fin de la partie, mais qu'il termine avec le déviant, il peut perdre la partie. Donc il est tout à fait possible que tout le monde perde la partie, comme il est tout à fait possible que tout le monde gagne, puisque le déviant ne devrait pas sortir à chaque partie. Si par le hasard du mélange il se retrouve en bas, il est possible que vous ne le piochez jamais. Une petite précision sur le déviant, et c'est une question qu'on nous pose assez régulièrement. Vous avez une ou deux cartes qui vous permettent de regarder les cartes du dessus de la pile et d'en choisir certaines. Je crois que c'est la cargaison d'Hilarium qui dit regardez les 4 cartes du dessus de la pile et prenez-en 2. Même principe, si le déviant se retrouve dans ces 4 cartes, vous êtes dans l'obligation de le prendre parmi les 2 cartes que vous allez devoir choisir. Vous n'avez pas le droit de le remettre dans la défausse, jamais. Donc, par exemple, je choisis ces 2 cartes et je suis obligé de garder le déviant. Il y a aussi un événement qui vous propose de jeter vos cartes pour en repiocher de nouvelles. Vous ne pouvez jamais vous défausser du déviant, vous êtes obligé de le garder. Donc vous faites comme si vous n'étiez pas intéressé par l'événement et que la proposition ne vous intéressait pas, vous êtes obligé de garder cette carte. Je le rappelle parce qu'il faut quand même se faire un petit peu de pub, que ce jeu vous place dans la peau d'un personnage du roman que nous avons écrit avec mon frère. Donc l'idée c'est que vous vous placez dans la peau d'un humain qui arrive au paradis et qui est réduit en esclavage par les célestes. Donc si vous êtes intéressé par cet univers et que dans la théorie ça vous botte, n'hésitez pas, le bouquin est aussi en vente sur notre site. Ou 3 € en e-book sur Amazon si vous êtes plutôt e-book, mais si vous aimez le toucher sexy du papier, il est aussi vendable en papier. Petite précision que je peux faire avant de terminer sur la carte Calmer la foule. Donc c'est une carte qui demande d'avoir 2 de diplomatie. Il y a marqué sur la carte, donnez le nom d'une carte, tous les joueurs ayant cette carte dans leurs mains doivent la défausser, Calmer la foule ne peut être annulée. Donc c'est déjà la seule carte qu'on ne peut annuler dans la partie. Donc quelqu'un qui joue Calmer la foule, on le subit et c'est tout. Ensuite, si vous ne connaissez pas le nom de la carte, c'est pas grave, vous pouvez donner l'effet de la carte. Par exemple, vous ne connaissez pas le nom de la carte qui s'appelle Attribution des mérites, donc qui permet de piquer les points de quelqu'un à la fin d'une partie. Dites simplement je joue Calmer la foule et tout le monde qui a l'effet de la carte qui permet de piquer les points à la fin de la partie, vous l'achetez. Vous n'êtes pas obligé de connaître toutes les cartes par cœur pour bien sûr être capable de la jouer, c'est pas un problème. Les gens vont se reconnaître dans l'effet de la carte en général.
La dernière chose dont il nous reste à parler, ce sont les variantes du jeu. Vous pouvez utiliser ces variantes lorsque vous maîtrisez un petit peu le jeu. En gros, elles changent les règles de base de manière à renouveler l'expérience de jeu. La première variante, la variante mentor. Cette variante, voilà comment elle fonctionne. Donc vous êtes forcément en nombre pair. Dès lors qu'un joueur atteint 50 de renom, il devient le mentor d'un autre joueur qui n'a pas encore lui-même de mentor, bien entendu. En gros, ce qui va se passer, c'est que ces deux personnes vont s'allier, et dès lors que le mentor ou le mentoré demandera de l'aide à la personne avec qui il est mentor, vous serez obligé de l'aider. Vous ne pouvez pas non plus vous lancer des effets à la tête qui viendraient entraver la personne qui est sous votre aile. Donc en gros, vous êtes obligé de partir en équipe, et la partie ne se termine que lorsque le couple a atteint 75 points chacun. La seconde variante, c'est la variante hamster. Cette variante est relativement simple. Les joueurs commencent la partie en 2C2C2, donc 2 contre 2 contre 2. Chaque couple de personnages, chaque couple de joueurs, possède une maison pour les deux. Il y en a un de vous deux qui va être dans le couple, qui va être défini comme le référent. Cette personne va prendre la maison et comme d'habitude la mettre sous une de ses professions. La personne référente sera la seule habilité à déclencher ou à récupérer, par exemple pour le pouvoir qui fait gagner 10 points dès que quelqu'un change de maison. Donc il n'y aura que cette personne-là, le référent, qui va récupérer le pouvoir de la maison. En revanche, l'autre va pouvoir utiliser le bonus de profession de la personne référente pour faire des missions de son côté. Par exemple, si le référent a placé la maison sous un espion, eh bien la personne à qui il est en couple va pouvoir utiliser les deux espions de la maison pour pouvoir faire des missions de son côté. Donc il y en a un qui possède la maison et qui peut utiliser le pouvoir, et l'autre qui possède un peu plus de compétences pour aller faire les missions. Au début de chaque acte, et avant qu'il commence, vous pouvez changer de référent et donc décaler la maison sous une profession d'un autre joueur ou du même joueur. Vous pouvez bien entendu discuter stratégie avec votre hamster, vous pouvez vous montrer vos mains et vous pouvez capitaliser sur les cartes de chacun pour essayer d'obtenir un maximum de points. D'autant qu'il faut 200 points cumulés pour les deux hamsters pour pouvoir gagner la partie, il faut au moins que chacun ait aussi 75 points. Bien entendu, si au moins un de vous deux a le déviant, le couple a perdu. La variante maintenant, maître de son destin. Une variante un peu simple qui permet simplement, lorsque vous rentrez dans une maison, donc au début de la partie, au lieu de piocher votre maison aléatoirement, vous la choisissez, et à chaque fois qu'une carte vous oblige à changer de maison, que ce soit de votre choix ou aléatoirement, vous choisissez la maison dans laquelle vous allez. Vous êtes toujours maître de votre destin. La variante période difficile, pareil, ne la proposez que si les joueurs sont expérimentés. En gros, ce qui va se passer, c'est que au début de la partie, vous n'allez sortir que autant de missions que la moitié de joueurs. Donc si vous êtes 4 joueurs, vous sortez 2 missions. À chaque fois qu'une mission est effectuée, vous ressortez une autre mission à la place. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'allez pas effectuer les missions, les dégager, les remettre au début d'un acte, vous allez, au fur et à mesure qu'elles sont effectuées, en sortir de nouvelles. Il y aura donc beaucoup moins de missions, et ce qui veut dire que ceux qui ont malheureusement un monopole de profession, par exemple en espion, s'il n'y a que de l'espion qui sort, vous allez être obligé de jouer avec eux ou de ne rien faire. Pour la dernière variante qui s'appelle Vers la gloire et l'au-delà. L'idée est simple, au lieu de faire une seule partie, vous allez pouvoir les enchaîner et cumuler et compter les points de chaque personne en fin de partie. Concrètement, si vous perdez la partie mais vous aviez 65 au lieu des 75 nécessaires pour gagner la partie, vous comptez ces points un petit peu comme au Uno et vous renchaînez des parties de manière à ce que vous cumulez les points jusqu'à temps que vous ayez déterminé un vainqueur. Vous pouvez faire 3, 4, 5, 6 manches chez vous qui voyez. La dernière variante que l'on a appelée joueur expérimenté, c'est probablement celle que l'on nous propose le plus en salon, consiste simplement à vous dire que vous n'êtes plus bridé par deux professions. Normalement, quand vous commencez une partie avec par exemple soldat et espion, vous êtes obligé, lorsque vous gagnez des professions, de prendre encore du soldat ou encore des espions. Avec cette variante, vous pouvez prendre absolument ce que vous voulez. Vous pouvez avoir les 4 professions si vous voulez. Simplement, ne jouez ça que lorsque vous êtes expérimenté, puisque tout le monde a un petit peu de tout au niveau des professions, ça peut ralentir grandement la partie, surtout au niveau des choix des missions, parce que les calculs sont un petit peu plus compliqués à faire. Si vous maîtrisez pas le jeu, restez simplement sur la variante de base. Bien sûr, vous pouvez cumuler les variantes, vous pouvez très bien faire un joueur expérimenté, maître de son destin, en jouant par paire, vous pouvez faire absolument ce que vous voulez, et bien sûr, si vous avez des idées de variantes, n'hésitez pas à nous les proposer, on les rajoutera sur le site avec grand plaisir.